présenter un nouveau-né, un peu. C'est une cellule d'écoute et de médiation au CHU de Saint-Étienne. Alors, je suis chargé, en tant que psychiatre, de coordonner cette cellule. Et on est un groupe de 9 praticiens à réfléchir sur comment aider nos collègues. Et donc, on a constitué cette cellule qui a été baptisée Intermède, dans l'idée d'une entraide entre médecins, une entraide confraternelle. Cette cellule est connue par l'ensemble des médecins du CHU et elle a pour objectif d'apporter une aide soit individuelle, soit collective aux médecins en difficulté. Et pour essayer de faire ça correctement, c'est appuyé sur le Code national de déontologie du médiateur. On a pris cet exemple pour réfléchir comment on allait pouvoir aider nos collègues le mieux possible. Et on a défini, avec l'appui de ce texte, 4 niveaux d'intervention. Un niveau d'écoute, écoute et orientation du collègue en difficulté. Un niveau de médiation, c'est quand il y a un conflit entre 2 collègues. Un niveau de conciliation, si le conflit a l'air de perdurer, s'il faut prendre des décisions. Et un niveau d'arbitrage qu'on n'a pas encore utilisé. J'ai oublié de dire que, oui, ça fait 1 an que cette cellule a été créée et qu'elle fonctionne depuis cet été. Depuis l'été dernier. Donc, comme je l'ai dit, l'écoute, vous voyez à peu près ce que c'est, je pense. C'est des entretiens individuels avec un des 9 membres d'Intermède. La médiation, c'est le dispositif qui concerne le fait que deux personnes sont en conflit. Donc ça veut dire qu'il y a en principe 2 membres d'Intermède qui interviennent, parfois 3. Et l'idée, c'est de favoriser le dialogue, l'échange et la compréhension. La conciliation veut dire que la médiation ne suffit pas et que il faut qu'on se donne une position d'accord pour que le conflit cesse. Et donc souvent, dans la conciliation, on est obligé de faire référence aux membres de la gouvernance. Alors, jusqu'à maintenant, c'était plutôt les chefs de pôle qui étaient sollicités. Parce que les conflits concernaient soit les chefs de service, soit les chefs d'unité. L'arbitrage, on l'a mis parce qu'on sait qu'il y a eu de gros conflits, même Tourpillet disait des conflits historiques. Oui, au CHU de Saint-Étienne, il y a aussi eu des conflits historiques, même si c'est un CHU jeune. Et là, on pense que c'est vraiment la gouvernance globale du CHU qui doit être au courant de ça et intervenir avec les conciliateurs. Mais on ne l'a pas encore mise en œuvre. Alors là, je vous donne les noms des conciliateurs pour dire que ce ne sont pas que des psychiatres. Et effectivement, un conflit, ce n'est pas forcément un état psychiatrique. Ou un burn-out, ce n'est pas forcément un état psychiatrique. C'est quelque chose d'un peu différent. Et donc, il y a un réanimateur. Je pense qu'il doit être connu dans la salle par les réanimateurs. Il y a un chirurgien vasculaire, il y a un neurochirurgien, il y a un légiste, il y a un professeur de thérapeutique, il y a une psychiatre,
il y a un autre réanimateur, je suis psychiatre, une anesthésiste, une hématologue et une personne du DIM. Donc vous voyez, c'est très varié. Et la saisine donc, de notre cellule se passe par... comment dire, cette liste, elle est diffusée au CHU, ce qui fait que les praticiens peuvent saisir directement une des personnes qui fait partie de ces médiateurs, de cette liste, ou alors elle l'écrit directement à intermède, par mail ou par courrier, interne ou externe. La confidentialité est un point extrêmement important et ça soulève des questions. Jusqu'où on va garder la confidentialité, enfin à quel moment on sépare la confidentialité de l'anonymat, notamment quand j'entendais l'intérêt, et on réfléchit là-dessus pour le moment intermède, comment développer des actions de prévention. On a un petit peu peur à partir de partir des conflits et de lever l'anonymat. Donc c'est un des problèmes sur lesquels on est en train de réfléchir. Au niveau du fonctionnement du groupe, on a une réunion mensuelle, mais souvent les médiateurs se contactent entre eux pour échanger, pour parler des affaires en cours. Et puis on a des rencontres, donc rencontres mensuelles, et puis on met au point des rencontres biannuelles pour essayer de contacter d'autres hôpitaux, savoir comment ils s'y prennent. Et donc on a une rencontre par exemple le 9 mai avec Montpellier, Marseille. Les Parisiens ne peuvent pas venir à cette date et on espère un membre de Roanne. Voilà. Et donc on va essayer d'échanger sur nos pratiques parce qu'on se sent un peu démunis. Hein. C'est pas franchement notre métier d'être médiateur, mais on pense que c'est extrêmement utile au vu des demandes. Alors là, j'ai conservé tout à fait l'anonymat des demandes. Sur la colonne de gauche, vous voyez que la médecine du travail intervient souvent pour nous demander de recevoir quelqu'un ou sollicite les personnes pour parler dans un cadre de médiation. La médecine du travail n'est pas inclue dans Intermède volontairement parce qu'on veut éviter qu'il y ait un double, que les médecins du travail soient mis dans un double rôle. Par contre, dans les groupes de réflexion, les médecins du travail sont invités. Il y a des demandes personnelles, il y a des demandes de chefs de service. Et dans les demandes personnelles, ou donc parfois dans les demandes de chefs de service, il y a des internes. Et les interventions, les demandes d'internes peuvent être extrêmement riches. Par exemple, il est arrivé qu'un interne soit un peu démuni parce que le médecin lui répondait vertement. L'interne pensait être un peu floué ou mal vu par le médecin et voulait s'expliquer avec le médecin, n'osait pas le faire et donc a demandé l'intervention d'intermède. Et il est apparu dans la médiation que le médecin était complètement en burn-out. Donc c'est le médecin qui nous a remerciés parce que l'intervention de l'interne lui a permis de se rendre compte qu'il n'en pouvait plus et qu'il était à bout à travailler seul dans une unité difficile. Voilà Merci beaucoup. La petite présentation que je vous fais. Je voudrais terminer sur un point.
comme il n'y a personne de la gouvernance de Saint-Étienne, il ne faudra pas que ça sorte de cette salle. Je veux aussi remercier la gouvernance parce que nous sommes totalement libres. C'est-à-dire qu'on a une confiance absolue de la gouvernance et je pense que c'est assez utile parce que lorsqu'on discute avec d'autres hôpitaux qui essayent de mettre en place des structures de cette sorte, il y a souvent des ambiguïtés qui font que les médecins ne demandent pas l'intervention de la gouvernance, donc de l'intervention de la cellule. Donc je pense que c'est peut-être une règle à respecter. En tous les cas, nous bénéficions pour vous dire, d'une telle liberté que à la dernière réunion d'intermède, on s'est dit on va inviter la gouvernance quand même pour leur dire ce qu'on fait et pour leur dire les problèmes qu'on rencontre, parce qu'autrement on va être trop repliés sur nous-mêmes. Donc je crois que ça peut être une position très positive que de laisser se développer la cellule avant qu'il y ait une interaction, j'ai envie de dire, entre la gouvernance et la cellule. Merci bien. Donc un aspect d'autonomie qui est important. Avec le bureau de la CRP, il nous avait semblé qu'il était intéressant aussi d'avoir donné la parole à des expériences de prévention. Et les deux suivantes sont le cas. L'une vient de l'EPSM de la Vallée de l'Arve. Bonjour à tous, donc je me présente, Élodie Pelletier, je suis la DRH et la directrice des affaires médicales à l'établissement public de santé mentale de la Vallée de l'Arve, en Haute-Savoie. Et je remercie bien évidemment l'ARS d'avoir organisé cette journée et la commission régionale paritaire pour ce sujet qui personnellement me tient à cœur, parce qu'effectivement, je suis un peu nouvelle dans les fonctions de DRH et directeur des affaires médicales, puisque j'ai pris mon poste l'été dernier, et avant j'étais directeur dans le médico-social. Et très rapidement, le médico-social, on a une façon de travailler où on est très en équipe et très à l'écoute de ses agents. Et très rapidement, j'ai voulu apporter cette touche et cette patte dans mon nouvel établissement en travaillant sur les affaires médicales. Et je remercie le docteur Dulac, le président de CME de l'EPSM, qui m'accompagne aujourd'hui, puisque tout ceci ne serait pas possible sans lui, puisqu'on travaille en binôme et de concert dans le cadre de cette politique. Et je vais faire un petit clin d'œil pour rendre jalouse une autre collègue des RH, du coup, au médecin du travail, qui est venu aujourd'hui aussi pour me soutenir dans l'intervention, le docteur Barnéou, qui n'est pas médecin du travail salarié de l'établissement, mais qui est du service interprofessionnel de santé au travail, et avec qui nous travaillons aussi extrêmement bien. Nos praticiens ne posent pas de soucis à aller à leur convocation à la médecine du travail, la sollicite aussi régulièrement. Dans le cadre de notre règlement intérieur de la COPS, nous avons mis aussi la possibilité pour les médecins, par exemple, de saisir le médecin du travail pour avoir ou non des dispenses dans le cadre de la permanence des soins en fonction de son état physique. Voilà. Donc ça marche plutôt bien. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler donc du coup, il n'y avait pas la présentation, si ok. De l'accompagnement, moi j'ai appelé ça l'accompagnement des médecins à l'EPSM de la Vallée de l'Arve, puisqu'effectivement, on n'a pas encore la prétention de dire qu'on a fait une politique RPS ou de qualité de vie au travail. La première étape pour nous, ça a été d'essayer de créer un accompagnement. J'avais mis un petit préambule, mais je vais vite résumer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est un petit établissement. Nous avons 525,82 équivalents temps plein en 2015 et ça représente environ 36 médecins. 165 lits autorisés, 38 places d'hôpital de jour et à peu près 32 structures extra-hospitalières. Et nous sommes répartis en 3 pôles, psychiatrie adulte, psychiatrie infanto-juvénile et administratif et logistique. Je vous ai mis la cartographie géographique de notre bassin de population, puisqu'effectivement nous avons 3 secteurs de psychiatrie pour la psychiatrie adulte et 2 secteurs pour la psychiatrie infanto-juvénile. Alors, accompagner les médecins de l'EPSM, on s'est dit bien sûr oui, mais par qui et comment? Ça, ce sont nos premières questions.
Par qui? Eh bien, pour nous, l'évidence, c'était par la direction, mais pas la direction seule, parce que pour moi, ça n'appartient pas qu'à la direction d'être responsable de la qualité de vie au travail des médecins. Donc c'est la direction, le président de CME, les chefs de pôle, mais aussi nous, ce qu'on a appelé les responsables de secteur, puisqu'on a créé une sous-hiérarchie en dessous des chefs de pôle, nous avons créé des responsables de secteur pour pouvoir être aussi au plus près des praticiens. Comment? Par la mise en place de temps d'échange et d'outils adaptés à la taille de l'EPSM. Donc je vais vous présenter les actions en cours et les actions à venir. Tout d'abord, les actions en cours. Nous avons des réunions régulières, président de CME et direction. La directrice de l'établissement reçoit de manière hebdomadaire le président de CME pour échanger sur les divers sujets de l'établissement. Et moi-même, avec le président de CME, avons des réunions mensuelles pour parler des affaires médicales. Nous réalisons des entretiens 3 mois à 6 mois après la prise du poste du médecin. Pour tout nouvel arrivant, nous avons des entretiens conjoints, directeur des affaires médicales et président de CME. L'objectif de ces entretiens, c'est favoriser l'échange et la communication et accompagner le nouveau praticien dans son intégration. C'est une fiche que donc, nous avons fait valider en entretien de CME, nous avons fait valider lors d'une CME, et effectivement, nous avons pu depuis réaliser 3 entretiens. Alors, j'avais mis la fiche, mais je ne sais pas si je peux y avoir accès du coup. Sinon, je vais essayer de vous la présenter oralement. C'est une grille d'entretien assez simplifiée où nous parlons un peu de tout avec le médecin. Tout d'abord sur ses conditions d'accueil, autant matériel, parce qu'effectivement, un médecin qui n'est pas bien accueilli, s'il n'a pas ses clés, s'il n'a pas son pass, s'il n'a pas un ordi dès le premier jour, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable pour son premier jour de travail. Un accueil aussi au niveau de la visite du site. Est-ce qu'il a la connaissance du site? Est-ce qu'il a la connaissance, voilà, je vous remercie, du coup, de l'ensemble de la structure? Est-ce que son poste, la première question aussi qu'on pose, est-ce que votre poste est conforme à ce qui vous a été présenté? Puisque c'est souvent une réelle déception. On présente une fiche de poste pour pouvoir attirer un médecin. On ne va peut-être pas lui vendre qu'on est le meilleur établissement du monde, mais on va essayer de mettre les points positifs en avant. Et est-ce que la réalité est au rendez-vous? Du coup, donc là, c'est une des premières questions. On va essayer de voir les points positifs, les points améliorés pour son intégration. Ce qui l'a mis aussi en difficulté dans l'exercice de ses missions depuis son arrivée. Ses suggestions. Bien évidemment, donc on fait un petit retour avec lui sur l'ensemble des procédures qui existent dans l'établissement et sa connaissance. Ah, ça ne veut plus fonctionner. Ensuite, nous posons aussi bien sûr des questions sur la permanence des soins. Est-ce qu'il y a besoin encore d'accompagnement? Puisque bien évidemment, nous avons mis en place un peu un tutorat pour participer au tour de garde avec l'accompagnement d'un médecin référent pour expliquer l'intégralité de nos procédures et être présent le premier jour, le premier jour de garde de son nouveau collègue. Et nous avons aussi tout un pan sur les relations, parce qu'effectivement, la qualité de vie au travail, ça passe surtout par aussi ses relations au sein de l'établissement, avec son chef de pôle, avec ses collègues, avec le cadre de l'unité, avec la direction, avec les secrétaires médicales, et c'est un temps d'échange pour voir toutes ces observations ensemble. Voilà, donc c'est une fiche un peu pratique, assez simple, qui nous prend à peu près 1h30 ou entre 1h30 et 2 heures d'entretien. Et les premiers retours des 3 premiers entretiens sont plutôt positifs parce que les médecins ont été très surpris et ont apprécié cette démarche qui n'était pas habituelle. Moi, j'ai un médecin qui m'a dit après clairement, j'étais très étonnée parce que j'ai quitté mon ancien établissement et en 5 ans, je n'ai jamais vu le directeur. Je ne sais pas à quoi il ressemble, je pense qu'il ne sait même pas à quoi je ressemble, mais voilà. Donc c'est plutôt bien perçu et ça nous permet tout de suite d'avoir un lien et une communication et de se dire que personne n'est inaccessible et qu'on peut échanger ensemble. Ensuite, nous faisons aussi ce qu'on appelle les entretiens de départ. Là, je propose aux médecins qui partent, même pour les CDD de remplacement, de venir me rencontrer pour analyser les raisons de leur départ et mettre en lumière les points positifs et les points améliorés de la structure. J'ai eu 2 entretiens de départ pour des mutations, c'était des raisons personnelles pour des raisons familiales de demande de changer de région et des 2 entretiens de départ pour des remplacements. J'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir rencontrer les médecins entre guillemets intérimaires puisqu'ils ont l'habitude d'aller d'établissement en établissement
Ils ont pu mettre en lumière le positif. Apparemment, notre point fort, c'est l'accueil, donc on était assez contents. Dans notre point faible, qui a été mis en avant, c'est sur notre projet d'établissement, on va devoir travailler sur notre projet de soins et la vision du consentement, des soins sans consentement sur la contention et l'isolement, où ça a posé quelques questions, effectivement, à des médecins intérimaires dans leur pratique, le fait de ne pas avoir de ligne directrice dans l'établissement ou d'accord commun entre tous les médecins sur ce sujet, ça leur a parfois posé problème dans leur pratique au moment de leur remplacement. Nous avons mis aussi en place des rendez-vous mensuels cellules qualité affaires médicales avec l'analyse des fiches d'événements indésirables qui sont en lien avec l'exercice médical ou qui sont réalisées par le corps médical. Donc ça a été mis en place fin 2015. En 2015, on a étudié 7 fiches d'événements indésirables et en 2016, 12. Ça nous a permis d'avoir des actions correctives, soit par des entretiens avec les médecins et la direction, la rédaction de protocoles ou de procédures, la mise en place de formations médicales. Par exemple, suite à l'étude des FEI, on a remis en place une formation sur les gestes d'urgence, puisque nos médecins psychiatres se sentaient moins à l'aise pendant les gardes face aux problèmes de gestes d'urgence, arrêt cardiaque, etc. Donc ça a été mis en place et nous avons formé aussi 2 de nos médecins au RMM. Nous avons mis aussi en place ce qu'on pourrait appeler un plan de formation médicale qui était un peu noyé dans la masse de l'établissement. Il n'y avait pas de commission spécifique et c'était des demandes un petit peu ponctuelles des médecins et en fonction du budget, on accordait. Aujourd'hui, on souhaite avoir une vraie réflexion. On a 2 représentants de la CME qui participent à cette commission de formation médicale, où on a un recensement des demandes de manière annuelle, on étudie les demandes avec une grille de critères, et du coup, on permet d'avoir une sélection, j'ai envie de dire, plus juste et une meilleure répartition du plan de formation médicale. Nous avons aussi créé un copil commun DPC médical et paramédical, parce que je dois avouer que la plupart de nos médecins m'ont fait part de leurs craintes vis-à-vis du DPC, l'incompréhension, comment je vais remplir mon obligation, et c'est une usine à gaz, je ne comprends rien, il y a 50 papiers à remplir. Donc on a voulu faciliter aussi le parcours DPC de nos médecins en créant ce copil médical et paramédical. Notre facilité, c'est qu'on n'a qu'une seule spécialité, la psychiatrie. Donc pour nous, c'était aussi un avantage. Du coup, on a choisi de travailler sur 2 thèmes communs, en lien avec les orientations nationales définies par le CNP de psychiatrie, pour permettre un parcours médecins et paramédicaux sur 2 thèmes communs. Le but aussi, c'est harmoniser les demandes de formation avec les projets professionnels des médecins et le projet d'établissement. Un des risques aussi, je me suis aperçue, c'est que certains médecins partaient en formation, et comme ça ne fait pas partie après du projet d'établissement, ils n'utilisent pas leur formation sur le terrain. Et c'est objet de frustration, après, de désinvestissement en se disant « j'ai fait une formation, je ne peux pas la mettre au profit au sein de l'établissement ». Donc avoir une meilleure réflexion sur notre plan de formation. Sur les actions futures, une partie des actions futures, on pourrait en avoir beaucoup plus, on souhaite mettre en place un entretien biennal conjoint président de CME et DAM pour l'ensemble des praticiens. Puisqu'effectivement, on ne souhaite pas rencontrer les praticiens qu'à leur arrivée, qu'à leur départ ou quand il y a un souci. On aimerait en mettre en place, cet objectif, c'est d'avoir un espace d'échange privilégié où chaque médecin pourra être entendu sur ses projets et ses besoins. C'est créer des liens entre la direction et les médecins pour penser les perspectives au sein de l'EPSM, coordonner les parcours médicaux avec les objectifs du projet d'établissement. Ça, pour moi, ça fait partie aussi de la qualité de vie au travail. On en a parlé. Il y a le bien-être au travail et il y a la performance de l'établissement. Et si on veut que ce soit un cercle vertueux, effectivement, si notre établissement on le veut performant, il faut aussi que ça corresponde aux projets et aux besoins de nos praticiens. Donc, pour nous, il y a tout un intérêt de pouvoir les rencontrer régulièrement pour pouvoir établir ensemble leurs projets, leurs souhaits de mobilité, leurs souhaits de formation, avoir une meilleure coordination au sein de l'établissement. On souhaite bien évidemment aussi mettre en place une enquête RPS auprès de nos médecins, la création d'un livret d'accueil spécifique médecin, parce qu'on avait un livret d'accueil pour tous nos agents, mais effectivement, on va peut-être aussi en créer un plus spécifique pour le corps médical, et la création d'un guide du temps de travail médical,
Ça paraît être un petit peu étonnant de parler de ça, mais effectivement, le guide du temps de travail nous paraît important puisqu'on parle aussi de la qualité de vie, la qualité de vie au travail, c'est aussi l'organisation, le fonctionnement. Et avoir un guide du temps de travail, avoir des horaires, hein, les urgentistes se sont battus il n'y a pas très longtemps, c'est aussi pouvoir concilier vie professionnelle et vie familiale. Voilà. Donc je vous remercie, j'étais un petit peu vite, je n'ai peut-être pas pu dire tout ce que je voulais dire. Là où je voulais rebondir aussi, c'est que sur la qualité de vie au travail, dans le cadre de tous ces échanges et de ces entretiens que je vais mettre en place, c'est aussi rappeler aux médecins qui sont aussi acteurs de leur propre qualité de vie au travail. Et on attend toujours beaucoup de la direction, on met toujours en avant la responsabilité du directeur, son obligation, comme vous dites, de résultat. Maintenant, de résultat, on est des humains qui s'occupent d'humains, donc je pense qu'on nous demande beaucoup dans une obligation de résultat. Si déjà on arrive à mettre en place une obligation de moyens sur la qualité de vie au travail, je pense que ça sera déjà beaucoup. Et rappeler à chacun qu'on est tous responsables de sa propre qualité de vie au travail aussi. Et on est aussi responsable de celle de ses collègues. Donc tout ne peut pas venir effectivement de la direction. Ça, Bonjour, donc excusez-moi du blanc qu'il y a eu. Donc je m'appelle Vincent Piriou, je suis anesthésiste réanimateur et je suis responsable au sein de la CME, de la Commission médicale d'établissement, de la Commission médicale des ressources humaines. Donc vous pouvez déjà noter que en fait, cette commission, qui était autrefois la commission des effectifs, qui s'intéressait essentiellement à savoir à s'occuper des postes, a changé de nom et s'intitule maintenant Commission médicale des ressources humaines, parce qu'un des gros travaux qu'on a au sein de cette commission, c'est justement tous les problèmes de qualité de vie au travail, hein, qu'on discute, et on a fait des sous-groupes justement pour améliorer l'attractivité des carrières hospitalières, parler de médiation, etc. etc. Là, l'objectif de mon exposé aujourd'hui, c'est de vous présenter le travail qu'on a fait au niveau des chefs de service, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, effectivement, les chefs de service peuvent être acteurs de cette maltraitance des praticiens, mais peuvent en être aussi victimes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi les chefs de service qui sont très malheureux dans leur travail et ont une pression aussi très importante, hein, puisque ils sont parfois à l'interface entre l'administration, la pression du travail, hein, qui a considérablement évolué, les organisations qui ont évolué, et les praticiens dont ils ont la responsabilité. Alors, une des grosses difficultés, c'est que en fait, l'architecture des services hospitaliers est très très différente, hein, d'une discipline à l'autre. On voit très bien des disciplines comme la biologie, par exemple l'anesthésie-réanimation, qui ont des services très importants en termes de personnes. Hein. À titre personnel, moi, dans mon service, j'ai plus de 50 praticiens sous ma responsabilité, alors qu'il y a des services, par exemple des petits services de chirurgie, où ils sont 2 ou 3. Donc ce côté ressources humaines a une vision extrêmement différente selon l'architecture des services, selon les disciplines aussi. Alors on a essayé de travailler avec notre président de CME, avec la direction des affaires médicales, sur justement le rôle de ces chefs de service. Et il y a un texte qui semblait assez simple initialement, qui a été discuté, rediscuté, et on a senti que derrière cette notion de chef de service, ça suscitait beaucoup d'émoi et beaucoup d'interrogations de par les praticiens, de par les candidats aussi à être chef de service, et de par les chefs de service actuels, avec parfois des compréhensions extrêmement différentes. Un point majeur, c'est qu'être chef de service n'est pas un titre, mais une fonction. Et je crois qu'il y a beaucoup de nos collègues qui n'ont pas perçu ça. C'est-à-dire on a actuellement un certain nombre de collègues qui veulent être chef de service pour être chef de service, effectivement, pour mettre sur leur étiquette, pour avoir leur nom à l'entrée de l'hôpital, mais qui, in fine, ont du mal à comprendre quelle est la fonction réelle d'un chef de service, et de facto n'ont pas non plus saisi que, quand on est chef de service, on doit rendre des comptes pas seulement à l'administration, mais à la communauté médicale, à la communauté hospitalière, et que ce poste de chef de service doit être mis en question et qu'on n'est surtout pas chef de service à vie, hein, comme certains de nos collègues auraient pu le penser. Et ça a été un des aspects majeurs qui a suscité beaucoup de discussions
Et je crois qu'on a encore une petite partie du chemin à réaliser, parce qu'il y a un vrai changement de paradigme actuellement, où effectivement on confie une mission à des collègues, qui est de gérer un service, et on va le voir comment ça peut s'articuler, mais avec aussi rendre des comptes et remettre en cause et en question le fait d'être renouvelé ou pas, en sachant que quelque chose de très nouveau, c'est que les Hospices civils de Lyon ont proposé de faire un appel d'offres pour les chefs de service. Donc tout praticien qui veut être chef de service, qui souhaite être chef de service, doit rédiger un projet de service qui sera par la suite examiné par les instances en fonction des différents axes qui seront proposés. Alors, donc, c'était tout l'objet de ce texte qui a fait un certain nombre d'allers-retours et l'objet de discussions qui, pour finir, a été validé lors d'une précédente CME, puisque ça a été présenté à la CME du 29 février dernier. Donc, ce texte, en fait, répartit donc le rôle des chefs de service en 5 points, qui sont les principaux points. Vous voyez, le côté ressources humaines, donc management des hommes, qui manque parfois et même fréquemment aux chefs de service actuels, qui n'ont pas cette formation, clairement. Les chefs de service en CHU sont pour la plupart, mais pas uniquement, des hospitalo-universitaires qui ont été formés très tôt à la recherche expérimentale ou la recherche clinique, et qui n'ont jamais eu ces formations, justement, de gestion des hommes, de ressources humaines. Et c'est un des gros problèmes qu'on rencontre actuellement, et on voit très bien qu'il y a de nombreux conflits actuellement dans nos hôpitaux, parce qu'on confie les responsabilités de chefs de service à des individus qui n'ont pas du tout cette fibre et ces qualités qui sont les qualités d'écoute et de résolution des problèmes. Un deuxième point, c'est l'organisation des soins. Le troisième, c'est la qualité des soins. Bien entendu, les chefs de service sont responsables de la qualité des soins, et in fine, c'est la CME qui en est responsable, enfin co-responsable, bien entendu, avec les directeurs d'hôpitaux. Il y a tout le volet recherche qui est important dans nos CHU, où les chefs de service doivent bien entendu privilégier la recherche, que ce soit la recherche expérimentale ou la recherche clinique, et ce, quel que soit le statut des collaborateurs. Et puis l'adhésion, bien entendu, à la politique institutionnelle, la politique des pôles d'activité médicale. Et on voit aussi actuellement quelques chefs de service qui ont tendance à jouer un peu en solitaire et, pour finir, s'éloigner clairement de la politique institutionnelle. Et ces chefs de service, l'idée, c'est qu'ils soient renouvelés donc, tous les 4 ans. Et il y a un texte législatif qui fait qu'à partir de 2017, les chefs de service sont renouvelés pour 4 ans. Donc quelles sont les missions des chefs de service? Tout d'abord, avoir un certain nombre de compétences et aptitudes, et ça a été fréquemment un point qui a été oublié, notamment par les CNU quand ils font passer lors des commissions universitaires, mais aussi lorsqu'on a nommé un certain nombre de chefs de service, et on a vu actuellement un certain nombre d'échecs de chefs de service, parce que clairement, ils n'avaient pas ces compétences ou aptitudes requises. Le premier point, c'est la légitimité médicale, bien entendu. Il faut que les chefs de service aient une légitimité médicale. Le souci du service public, bien entendu, le sens collectif, et actuellement, on vit effectivement dans nos hôpitaux de façon collective. Et ça, c'est extrêmement important. Le sens de l'écoute et l'aptitude au management des ressources humaines. Donc l'institution prévoit de facto des formations, mais il faut déjà que d'emblée, les candidats au chef de service puissent avoir déjà ces aptitudes et profiter déjà d'un certain nombre de formations. Et les formations, c'est probablement pas suffisant. Ensuite, dans l'organisation des services, il est important, dans le cadre de la continuité des soins, qu'ils désignent un adjoint en qui ils ont entièrement confiance, de façon à ce que, en cas d'absence ou en cas de décision difficile, ils ne soient pas seuls à prendre ces décisions, mais bien que les décisions soient prises en commun avec quelqu'un qui puisse remplacer le chef de service à tout moment. L'organisation et la qualité des soins, donc ça fait aussi parler beaucoup d'entre nous. On leur demande de présenter un projet de service. Alors c'est un projet de service assez condensé, quelques pages, mais je dirais c'est un effort à faire qui a semblé totalement incongru à un certain nombre d'entre eux, bien entendu. On leur demande de présenter un projet sur lequel ils seront évalués 4 années plus tard.
Collaborer avec le cadre de santé, ça a été évoqué tout à l'heure dans la discussion. C'est vrai qu'on a, vous savez, à l'hôpital, comment ça se passe, hein, des hiérarchies qui sont parallèles, en tuyaux d'orgue. Et s'il n'y a pas une collaboration extrêmement étroite entre le chef de service et le cadre de santé sur des organisations qui doivent être communes, eh bien, on va rapidement à des catastrophes. Le management des ressources médicales, bien entendu, avec des tableaux de service, gestion des absents, gestion des carrières, des entretiens individuels, ça a été évoqué tout à l'heure. On demande aux chefs de service d'avoir des entretiens individuels de façon régulière avec leurs collègues. Alors, on n'est pas allé aussi loin, on l'avait évoqué, de proposer un guide d'entretien tel que vous l'avez proposé. Ça fait partie probablement des réflexions qu'on doit avoir dans le cadre de la mandature de CME actuelle, mais clairement, ça a été exposé dans le cadre de ces différentes missions. Promouvoir les objectifs institutionnels de qualité des soins, bien entendu. Vous savez la place très importante des revues de mortalité. Ce n'est pas que pour passer la certification, mais c'est aussi pour partager avec les collègues des instants totalement médicaux, de cœur de métier. Et je crois que ces revues de mortalité, lorsqu'elles marchent bien, témoignent aussi de la bonne santé d'un service et du fait que les collègues sont capables de partager des problèmes médicaux, de parler en toute liberté et en toute confiance. Et c'est probablement un témoin important d'un service qui fonctionne bien. L'évaluation des pratiques professionnelles, c'est la même chose, et participer, bien entendu, aux différentes visites de certification. Les coopérations territoriales, ça a été évoqué, hein, avec un risque d'avoir effectivement ces médecins nomades, mais je crois qu'il faut aussi qu'on puisse y participer, hein, avec un certain nombre de précautions, mais ça fait partie clairement de nos missions de service public. En termes de recherche et formation, on doit être garant de la diffusion de la culture de recherche, hein, bien entendu, et on sait très bien qu'il y a un certain nombre de services qui sont très en avant sur la recherche clinique, et d'autres, au contraire, qui sont très en retard. Aux Hospices civils de Lyon, la recherche est en train de se réorganiser, et c'est vrai qu'à un moment donné, on avait tendance à prêter qu'aux riches, entre guillemets, c'est-à-dire aux très grosses équipes, et il y a un certain nombre de structures qui sont en train de se mettre en place. On peut avoir d'aide de biostatistiques, de l'aide de méthodologistes pour des petites équipes, et c'est du rôle des chefs de service, clairement, de promouvoir l'accès à la recherche pour les praticiens, mais aussi les plus jeunes et les médecins juniors. Donc, validation des scores SIGAPS, hein, c'est très important en termes de lisibilité et de lisibilité des services. Et veiller au déploiement du DPC des praticiens du service, c'est-à-dire les inciter à faire des formations, hein, bien entendu, leur communiquer toutes les offres de formation qui seraient susceptibles de les intéresser dans leur domaine de compétences ou dans leur domaine d'intérêt. Information et communication, c'est aussi une des valeurs importantes de ce document. Garant du partage d'informations avec des réunions de service. On a parfois on se rend compte que dans les services qui dysfonctionnent, il y a des informations qui ne circulent pas, hein, que ce soit les informations qui viennent du haut vers le bas ou du bas vers le haut, hein, des praticiens qui n'arrivent pas à faire remonter leurs difficultés. Donc, on demande aux chefs de service de faire de façon régulière des réunions de service médicales entre médecins pour parler justement des problèmes qu'on peut rencontrer dans le service, mais aussi des réunions de service avec le personnel non médical de façon à présenter justement tous les objectifs de service et à faire remonter un certain nombre de problèmes. Il y a aussi tout le partage d'informations avec les pôles d'activité médicale, hein, puisque maintenant les services ne sont plus autonomes, ils sont rattachés à des pôles, hein, et on demande donc aux chefs de service ou à leurs représentants de participer à ces réunions de pôle de façon à partager la politique du pôle et à faire remonter éventuellement un certain nombre de problèmes. S'assurer de la lisibilité institutionnelle dans les actions de communication et avoir une ouverture sur la ville, hein. On a aussi un certain nombre de services qui sont très refermés sur eux-mêmes et c'est très important en termes de lisibilité, d'accessibilité des soins à la population que ces services communiquent avec la médecine de ville. Donc, inscription dans la démarche institutionnelle. On demande aux chefs de service d'organiser la mise en place de protocoles de service, hein, de façon à essayer d'homogénéiser la prise en charge des patients, en faisant participer, bien entendu, au maximum les différents praticiens du service, selon leurs affinités et leurs compétences, collaborer avec le pôle, ça a été dit, avoir des projets de service
et à partir du projet de service qui est présenté, donc de façon quadriennale, lors du renouvellement des chefs de service, le décliner, ce projet de service, avec le projet d'établissement. La continuité des activités du service et s'occuper aussi de la priorité des demandes d'équipement. Vous savez, il y a les plans d'équipement annuels et c'est le rôle de chef de service que d'organiser ces plans d'équipement en fonction des besoins que peuvent rencontrer les différentes unités fonctionnelles du service. Donc, la plupart des chefs de service étaient en fait renouvelés de façon très automatique jusqu'à présent. Et donc on avait prévu de les renouveler tous au 1er juin 2016. Bon, il y a eu la circulaire qui est parue et donc ils seront renouvelés en 2017, mais globalement ça ne change pas grand-chose. Après l'écriture d'un projet de service et après un appel à candidature de tous les praticiens titulaires, qu'ils soient HU ou H, au sein de l'établissement. Donc on demandait à toutes les personnes candidates d'écrire 5 points d'action, qui étaient définis donc, dans ce document, avec à la fin quelques indicateurs qui pouvaient servir pour évaluer justement leur projet de service. Et parmi ces indicateurs, on demandait un certain nombre d'indicateurs qui étaient liés à la sphère ressources humaines. Ce projet est donc transmis aux gouvernances locales. Vous savez que les Hospices civils de Lyon, vous avez une gouvernance centrale, et puis des groupements hospitaliers. Et localement, il y a un président de CME local et un directeur local. Et donc ce projet de service était transmis à la fois à la direction, au président de CME local, au chef de pôle, et ensuite validé par la gouvernance centrale. Et un bilan est enfin réalisé en fin de mandat, de façon à savoir si on renouvelle les chefs de service. Donc ça, c'était le calendrier qui avait été présenté à la CME de février. En fait, il a été légèrement modifié puisque les chefs de service seront renouvelés en 2017. En fait, il n'y a pas grand-chose de différent, il y a juste une année de décalé. Et actuellement, on a déjà reçu un certain nombre de projets de service, puisque l'appel à candidature a été déjà réalisé. Voilà, et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre attention. Oui, j'ai été très intéressé par la fiche qui permet finalement de ces échanges, parce que ce n'est pas la fiche en elle-même, c'est ce que ça permet. Et je voudrais savoir si c'est quelque chose que vous pensez partager dans le cadre du groupement hospitalier de territoire auquel vous êtes maintenant rattaché, enfin à partir du 1er juillet. D'abord, est-ce que vous connaissez votre périmètre, comme on dit? Est-ce que vous avez ça en projet avec vos collègues dans les différents établissements? Et puis une question un peu plus, je dirais, carrément financière. Votre établissement, est-ce qu'il est en équilibre ou pas en équilibre? Parce que, oui, je sais bien que c'est un établissement de psy, mais voilà, parce que c'est un des déterminants quand même des difficultés qu'on peut rencontrer, c'est les ajustements qui se font sur la masse salariale et qui peuvent gripper les systèmes. Alors, bon, je vais répondre tout de suite à la deuxième question. Oui, c'est un établissement encore en équilibre financier. Ça n'empêche pas qu'on est quand même très vigilant et prudent sur nos dépenses. Et effectivement, on ne remplace pas non plus au pied levé un médecin malade, ni un agent. Il y a quand même à chaque fois toute une étude parce qu'on gère de la dépense publique. Et donc, on est quand même assez prudent aussi sur nos dépenses. Après, je pense qu'on est privilégié. Par contre, on investit un petit peu plus d'argent peut-être que d'autres hôpitaux sur le plan de formation, puisque aujourd'hui, au global, je dirais PNM et personnel médical confondu, on est à plus de 3% de notre masse salariale, alors que d'habitude, sur un établissement, on a l'obligation de 2,1% pour la totalité. Donc effectivement, ça, je pense que c'est un bon facteur pour nous, l'utilisation de la formation professionnelle. Pour la question de la GHT, oui, je connais bien les contours de la GHT à laquelle je vais être rattachée pour l'instant. On n'a pas encore abordé le travail sur les affaires médicales. On m'a sollicité sur un groupe d'harmonisation des pratiques au niveau RH, mais que sur le personnel non médical. Il y aura un autre aspect sur le personnel médical, mais je crois que la priorité avait été donnée pour l'instant
sur le problème de la pénurie, parce qu'effectivement, les 2 centres hospitaliers qui vont faire partie de notre GHT ont des difficultés de recrutement sur certains services, et du coup, c'est plus une réflexion et une politique de recrutement commun qui va être engagée. Mais moi, je serais prête, bien évidemment, à partager mon travail avec mes collègues de la GHT. Allez-y. Bonjour, donc moi je suis Raphaël Briot, je suis maître de conférence de médecine d'urgence à Grenoble et je suis membre de la CRP au titre de l'intersyndicale Avenir Hospitalier. Alors je vous remercie de la série d'interventions qui a eu lieu en deuxième partie de débat parce que je trouve que ça fait bien excusez-moi, j'ai une extinction de voix, j'ai du mal à parler fort. Je trouve que ça contrebalance bien la première tonalité de l'après-midi que j'ai trouvé un petit peu pathologisante et individualisant peut-être un petit peu trop le problème de la souffrance au travail, et en faisant presque un débat presque de médecine du travail et comment est-ce qu'on pouvait pallier les carences de médecine du travail, ce qui je pense n'est pas le rôle de la CRP, en tout cas c'est pas le rôle de représentant d'intersyndicale au sein d'une CRP, et je vous remercie les uns les autres d'avoir remis ça sur un plan systémique et organisationnel. Juste le petit bémol que je me permets de faire pour chacune des interventions, c'est que ça reste trop sur l'angle. C'est à chaque. Enfin, heureusement, d'ailleurs, vous nous avez montré ça. C'est de la démarche bienveillante individuelle dans chacune des composantes que vous avez présentées, et ça reste pas encore assez. Et c'est peut-être le rôle des organisations syndicales et des CRP, une obligation, là encore, systémique et opposable. On n'est pas toujours des bisounours, on n'est pas toujours un club de VIP bien pensant, un black cabinet du CHU, ou un directeur qui est là aussi bienveillant. Il y a des frictions. C'est d'ailleurs dans l'étymologie du mot paritaire, hein, on sent cette connotation de friction. Et il faut que ce qui va se mettre autour de ces dispositifs puisse être opposable et donc déclinable dans chacun des établissements de la région. Merci. Merci. Une autre question, je crois, devant. Je vais peut-être répondre un tout petit peu. Pour l'expérience de Saint-Étienne, elle commence. C'est pour ça que il y a peut-être cet aspect un peu naïf, mais je pense que justement, on veut développer cette expérience avec progressivité pour qu'elle soit solide. Merci. Oui, moi je voudrais rebondir sur les problèmes d'effectifs médicaux. Moi je viens de l'Allier, donc de la région Auvergne, qui est déjà une désertification médicale au niveau des médecins libéraux. Et donc je suis chef de service dans un tout petit établissement de SSA gériatrique. Et nous avons donc d'énormes problèmes de recrutement de médecins de PH, bien qu'il y ait un poste vacant. Je fais un appel à candidature. Si vous voulez vous mettre au vert, c'est parfait. Et donc j'ai été amenée à travailler avec des praticiens attachés, donc des médecins à diplôme étranger. Et je trouve qu'on ne parle pas assez, ou même pas du tout, de la difficulté pour un médecin donc en responsabilité d'avoir à senioriser donc des médecins qui n'ont pas toujours les mêmes, qui n'ont pas les mêmes formations et donc des compétences qui peuvent être différentes, avec des structures qui fait qu'on est obligé de déléguer tout en étant responsable. Et ça, moi j'ai pété les plombs, clairement, j'ai fait un burn-out là récemment. C'est une vraie difficulté dont on ne parle pas. Hein. Et bon, une fois que j'ai pu prendre du recul lors d'un arrêt de travail, etc., on a pu en parler à froid avec le directeur. Il m'a clairement dit, bah oui, mais tant que ça marchait, c'était bon, mais je faisais le travail de deux. Donc en fait, on est rentré dans le circuit de l'intérim, alors les médecins nomades, moi ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des dispositifs au sein de la GHT pour permettre à des médecins des centres hospitaliers proches qui font partie de la GHT de venir en appui, hein, clairement y remplacer. Mais dans nombre de petits établissements, donc même dans les centres hospitaliers de Moulins et Montluçon, Vichy, qui sont les grandes villes de l'Allier, hein, vous imaginez les grandes villes, il y a autant de
de monde dans tout l'Allier qu'à Clermont-Ferrand, quoi. Donc c'est vraiment des petites structures. Et on voit, il y a vraiment des problèmes de recrutement. Alors je pense que c'est le problème de l'attractivité aussi des carrières médicales en début de salaire, etc. Donc les CHU arrivent encore à être attractifs parce qu'il y a de la recherche, parce qu'il y a des perspectives de carrière. Mais dans les petits établissements, ça devient inquiétant. Et d'autant plus qu'il y a une démographie médicale des médecins hospitaliers qui est très vieillissante. Je crois que c'est 55 ans, enfin la moyenne. Donc dans les 10 ans à venir, je pense que ça va être assez inquiétant dans les zones rurales. Pour les médecins à diplôme étranger, je vous rejoins, on est aussi un petit établissement et une des solutions qu'on a trouvées pour aussi les accompagner et ne pas que toute la charge de travail revienne à nos médecins de l'établissement, on a passé une convention avec le centre hospitalier spécialisé de Bassins, nous, et nos praticiens à diplôme étranger partent en formation une journée par semaine, on les détache pour aller en formation une journée par semaine et rencontrer aussi d'autres praticiens et voir comment ça fonctionne. Donc ça nous permet aussi de partager un peu cette responsabilité de les accompagner dans leur formation en France. Je pourrais... Alors merci d'avoir amené ce point-là. Donc François Dulac, président de CME et le PSM. Nos hôpitaux ne tourneraient pas sans les médecins étrangers. Mais tous les hôpitaux, les gardes, beaucoup de médecins étrangers sont employés, y compris dans les CHU. C'est un choix. Et on n'a pas voulu réfléchir aux conséquences que cela a, aussi d'intégration, de reconnaissance, d'accueil, d'accompagnement. Et là, si l'hôpital va mal actuellement, c'est un ensemble de choses et de réalités dont il faudrait pouvoir parler. Alors moi, je dirais que le dialogue, non. La qualité, c'est la qualité du dialogue et c'est la qualité du dialogue centré sur toutes les réalités. Il faudra parler tout et vous avez raison d'amener la question de la démographie et aussi du fait qu'on va recruter des médecins à diplôme étranger. On va les chercher et après on met des bâtons dans les roues dans leur travail. Il y a un excellent film qui est passé il y a 1 an aussi sur un médecin étranger, c'est Tillit, qu'il avait Socrate. Magnifique, Hippocrate. Magnifique. Ça dit bien les réalités. Donc ça aussi, nos décideurs, notre État a choisi ça. Et si on est en difficulté, ça en fait partie. Voilà. Alors moi, pour ma part, la question du dialogue, elle est centrale et à tous les niveaux. Et une institution, c'est des espaces de dialogue et une organisation de dialogue. Et ce que j'ai entendu là sur soit de la médiation, soit sur le rôle du chef de service, on revient en fait qu'il y a une organisation, une régulation de la parole et des responsabilités. La loi HPST qui a fait la loi Polaire, moi je l'appelle la loi du monopole. C'est pas la loi du dialogue. Alors je vous propose de prendre une dernière question. C'est plutôt une réponse. Je suis praticien dans le groupement hospitalier de territoire Nord et pas dans l'établissement de Madame. Et donc je voulais justement proposer, comme je l'ai entendu, d'insérer la qualité de vie au travail dans le projet médical commun. Nous, dans notre spécialité, on a rallié les 7 établissements du GHT pour rédiger une partie du projet médical. Donc c'est un appel au président de la CME de l'EPSM. Bien, je vous remercie beaucoup. Je pense que l'intervention aussi de M. Piriou soulèverait beaucoup de questions, parce que c'est vrai quand même que les HCL, deuxième CHU de France, en fait, réfléchissent aux missions de chef de service. Je pense que c'est assez emblématique et assez révolutionnaire peut-être. Alors je posais en fait à votre collègue la question de savoir si il y avait déjà eu un non-renouvellement de chef de service au HCL. Alors, il y a déjà des chefs de service qu'on a fait démissionner en cours de mandat. Ça a eu lieu. Et actuellement, on a un certain nombre de dossiers qui posent des problèmes, oui, avec des chefs de service qui ne seront pas renouvelés lors de la prochaine mandature. Donc on va s'appuyer sur ce texte, effectivement, pour le faire. Alors c'est très marginal en nombre, mais c'est effectivement des services qui posent de réels problèmes. Donc ça a engagé en fait une évolution dans le mode de management, de réfléchir sur la charte managériale en quelque sorte. Bien sûr, oui. En sachant qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont actuellement chefs de service, qui font très bien leur travail,
mais qui sont persuadés qu'ils n'ont aucun compte à rendre et qui sont renouvelés de facto d'année en année. Donc c'est aussi un nouveau paradigme pour eux que de faire un projet et de comprendre que c'est clairement, on a des comptes à rendre au bout de 4 ans et qu'on peut ne pas être renouvelé. Donc c'est quelque chose de très nouveau dans l'institution. Mais c'est un grave défaut de nos études de ne pas nous former à ça. Alors, je vous remercie beaucoup de toutes ces interventions et c'est vrai que c'est tellement un sujet passionnant que vous avez ouvert beaucoup de portes et on devrait en fait organiser à mon avis un nouveau séminaire autour de GHT et ressources médicales, un sujet qui passionne l'agence d'ailleurs on incite à quelques initiatives avec les cahiers des charges autour du développement des équipes médicales de territoire et c'est un des éléments qu'on souhaite retrouver dans les projets médicaux partagés, même si on sait très bien que parler de ressources médicales territoriales, c'est dangereux. Et vous avez ouvert d'autres champs qui sont très intéressants. Peut-on être heureux dans un hôpital sous CREF, par exemple? Ce serait un beau débat également à avoir. Malheureusement, pour bien connaître en fait une grande région qui est plutôt une région riche, il y a de plus en plus d'établissements en fait, qui sont sous tension économique ou sous tension d'ailleurs de démographie médicale. Les deux parfois en fait se conjuguent. Et je crois que malheureusement, il va falloir aussi apprendre en fait, à gérer ça. Donc ça oblige sans doute effectivement à être beaucoup plus attentif sur les questions en fait, de travail collectif ou de culture en fait, de convivialité ou en tous les cas de solidarité. Parce que c'est évident, enfin je le disais sous le ton de la plaisanterie, mais à part avoir une baguette magique pour lever toutes les contraintes de déficit sociaux et de démographie médicale, je crois qu'on va devoir apprendre à vivre avec et malheureusement en fait, à poursuivre un certain nombre de réorganisations qui parfois sont difficiles à conduire. Et là, c'est vrai qu'on repart sur des enjeux de conduite de changement, mais qui malheureusement, ou heureusement d'ailleurs aussi pour notre système de santé, sont devant nous. Et c'est vrai qu'il va falloir concilier ces réformes, ces réorganisations et un impératif effectivement de bien-être et de qualité au travail. Et je pense que donc on est loin d'avoir épuisé en fait le débat aujourd'hui. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est au travers des travaux de la commission régionale paritaire et aussi peut-être, j'espère peu nombreuses, mais des sollicitations de la commission de médiation, de pouvoir avancer sur des recommandations auprès des établissements. En tous les cas, l'objectif de l'agence, au travers de ce séminaire, c'est de promouvoir en fait, le fait que les établissements mettent en place des plans de prévention pour les personnels médicaux, parce que clairement, comme ça a été dit, les bilans sociaux sont extrêmement pauvres en fait, sur les ressources médicales, et ça, il faut absolument qu'on progresse. Et il n'y a pas de plan de prévention aujourd'hui des risques psychosociaux dans les établissements pour les personnels médicaux. Et on peut dire qu'effectivement, c'est une catastrophe aussi sociétale. Parce que quelqu'un l'a rappelé, en fait, il faut 15 ans quand même pour former un médecin, peut-être plus pour un chirurgien cardiaque ou on peut parler des greffes récemment. Et c'est vrai qu'on peut quand même s'interroger sur cet investissement de la société autour de chirurgiens ou de praticiens éminents et spécialisés et la perte que ça peut considérer quand ils sont en fait en épuisement professionnel et qu'on les perd d'une certaine façon, au moins dans cette spécialité. Donc on n'a pas épuisé le sujet et j'espère qu'on se retrouvera peut-être dans une configuration encore plus nombreuse, peut-être dans un an ou dans quelques mois pour de nouveaux débats autour des GHT et des ressources médicales, sujet inépuisable. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée.